Bonjour à tous et bienvenue sur Radio 22. Aujourd'hui, nous sommes avec Youssef Indy, écrivain et historien qui sort tout juste d'une convocation. C'est arrivé hier, le 3 juin 2025, par le GLAT, le groupe de lutte antiterroriste. Officiellement, Youssef était entendu comme témoin, mais beaucoup craignaient le piège pour le faire basculer en accusé. Comment s'est passée cette journée? Écoutez, on va tout décortiquer ensemble. C'est parti. Youssef, bonjour et merci d'être là. Bonjour Marcel, merci pour l'invitation et merci pour tout. Merci pour tout le tapage que tu as fait avant l'audience. Ça a été très utile. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, peux-tu nous rappeler brièvement la genèse de cette convocation par le GLAT, histoire de reprendre le fil pour nos auditeurs? Oui, alors en fait, il y a une affaire comme de nombreuses affaires depuis octobre 2023, d'apologie de terrorisme. Donc vous avez notamment, alors là pour cette affaire-là, j'en ai pas la certitude à 100%, j'en ai la certitude à 90%. En fait, vous avez une association d'avocats qui réunit 50 avocats pro-israéliens, dont Sarah Saldman et Olivier Pardo, dont j'ai déjà parlé. Sarah Saldman, qui est assez connue et qui a fait un appel aux dons défiscalisés pour l'armée israélienne, et Olivier Pardo, qui est l'avocat de Netanyahou en France. Donc vous avez cette association, mais d'autres, mais essentiellement eux, qui se sont constitués après le 7 octobre, donc après le début du génocide à Gaza, pour attaquer systématiquement tous ceux qui critiquaient Israël et soutenaient les Palestiniens, en gros. Et donc, ils ont multiplié les signalements. Parmi les personnalités qui ont été signalées, donc convoquées par la police antiterroriste, il y a eu Anas Kazib, le cégétiste bien connu, proche de LFI. Il y a eu aussi Rima Hassan qui a été convoqué, je crois par le même service, mais de toute façon c'était pour apologie de terrorisme. Donc voilà, je pense que c'est le même service. Donc voilà, il y a toute une machine d'harcèlement qui s'est mis en place euh, à partir de ces signalements, notamment, je le répète, de l'avocat de Netanyahou en France. Netanyahou, qui est sous le coup d'un mandat d'arrêt international pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale. Donc nous avons un relais de Netanyahou en France, des relais de Netanyahou en France, qui font en sorte d'envoyer en garde à vue et en détention provisoire, donc en prison, des gens pour leur prise de position par rapport au conflit israélo-palestinien. Et donc, il y a une affaire d'apologie de terrorisme qui a touché une personne ou plusieurs, dont je tairai le nom parce que pas pour le secret de l'instruction, mais pour respecter les personnes. Je veux pas, si j'ai pas l'autorisation de parler d'elle, je veux pas en parler. Donc, je vais juste parler de l'affaire. Et donc, j'ai été entendu en tant que témoin dans le cadre de cette affaire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que alors ça, j'en ai pas la preuve formelle, mais j'ai très certainement fait partie des personnalités qui ont été signalées par ces 50 avocats ou autres, en tout cas par ces relais d'Israël en France. Donc mes vidéos ont été épluchées, mes écrits, je crois pas tellement, hein, parce que c'est comme d'habitude, comme les écrits, aucun de mes livres n'a été attaqué ni quoi que ce soit. On va plutôt chercher dans les vidéos, parce que dans les vidéos, on s'est laissé un peu plus aller. Et ils ont cherché des propos qui pourraient m'auto-incriminer d'une certaine façon. Et il n'y a rien eu. C'est pour ça que ils m'ont placé dans la case témoin. Hmm. Donc on n'a rien contre lui. On a cherché, on peut pas l'inculper, on peut pas le mettre en prison. Donc on va le convoquer en tant que témoin. Et en fait, quand dans ce contexte-là, on est auditionné en tant que témoin, donc là, dans mon cas, c'est il y a plusieurs objectifs, mais un des objectifs, c'est de me poser des questions pièges pour que je m'auto-incrimine pendant l'audition. Hmm. C'est-à-dire ce que je n'ai jamais fait dans mes écrits, dans mes prises de parole en 10 ans, ils essaient de me le faire faire durant l'audition. Parce qu'en fait, durant l'audition, si vous vous auto-incriminez, c'est-à-dire on vous pose une question piège,
on vous cite des propos tenus par quelqu'un d'autre qui sont des propos qui tombent sous le coup de la loi. Donc on vous livre le propos et on vous dit êtes-vous en accord ou qu'est-ce que vous en pensez, pour que vous validiez le propos, et là vous vous auto-incriminez et boum, euh, vous êtes soit placé en garde à vue, soit inculpé par la suite pour apologie de terrorisme. Je rappelle que la peine maximale pour apologie de terrorisme, c'est 7 ans de prison ferme. Oui, c'est ça, c'est pas une petite convocation. On est quand même C'est pas du droit de la presse, hein. voilà, C'est pas le droit de la presse comme c'est d'habitude, hein. C'est pas de la diffamation, je ne sais quoi. Non, non. On est chez la police oui. antiterroriste. Voilà. Donc en fait, les moyens qui sont mis en œuvre pour des gens comme nous, c'est-à-dire des personnalités, des écrivains ou des militants qui ne valident pas le génocide. En gros, c'est ça. On valide pas le génocide pro-israélien, on le critique, on est contre. Donc on va mettre les moyens qu'on met pour des dealers de drogue. Oui, c'est ce qu'il faut Vous bien entendez ça? comprendre, c'est que les auditeurs comprennent bien. C'est vraiment le summum. Faut faire très attention. On marche sur des œufs. C'est pas n'importe quoi. Et d'ailleurs, t'es convoqué juste avant la convocation. Comment tu te sens? T'as peur? T'es serein? À quel moment t'as peur? Est-ce que c'est avant, pendant l'audition? Alors, en fait, bon, t'es convoqué en tant que témoin, t'as pas de raison d'avoir peur. T'as aucune raison d'avoir peur. T'es témoin. Par contre, tu sais, en tout cas je sais quand j'y vais, que je vais avoir des questions pièges et que le but c'est de me faire tomber. Hmm. Voilà. Donc je m'auto-incrimine et donc j'y vais assez sereinement. L'audition commence. Moi j'avais préparé pas mal de documents parce que ce qu'il faut aussi savoir, c'est que la police vous convoque en tant que témoin, là par exemple, pour vous poser des questions, recueillir des informations qui vont être transmises, donc votre procès verbal est transmis au juge. Et donc en fait, ça c'est censé aider le juge à instruire le dossier. Vous voyez. Donc en théorie, vous y allez, vous vous dites, moi je vais apporter des éléments qui vont être transmis au juge pour lui permettre d'avoir la vision la plus objective possible de l'affaire. Et en plus de ça, je suis convoqué en tant que témoin, mais en tant qu'écrivain, puisque je suis convoqué dans une affaire qui concerne aussi des prises de parole publiques, des prises de position, etc. Donc c'est en tant qu'écrivain et donc en tant que spécialiste de géopolitique et d'histoire et du sionisme que je suis convoqué au fond pour être écouté. Donc moi j'y vais avec des éléments, j'y vais avec des dossiers, j'y vais avec des ordonnances de la Cour internationale de justice, j'y vais avec des résolutions de l'ONU, j'y vais avec des citations de juristes internationaux. Donc moi je sais que c'est un piège, mais je me dis aussi bon peut-être qu'il y aura l'espace pour livrer des éléments qui vont permettre au juge de voilà d'avoir une vision objective parce que tout le monde n'est pas spécialiste du Proche-Orient, tout le monde n'a pas en tête les résolutions de l'ONU, tout le monde n'a pas en tête les ordonnances de la Cour internationale de justice, etc., ou le mandat de la CPI. Et en fait, l'audition commence, et bon, je comprends très vite à l'écoute des questions, je comprends très vite que le but, c'est pas de faire avancer le dossier. Enfin, le but, c'est pas de permettre au juge d'avoir une vision la plus objective possible. Le but, c'est à la fois de requérir des informations, donc du renseignement, d'enfoncer les gens qui sont déjà inculpés, parce qu'en fait, quand on est inculpé ou en détention provisoire, on n'est pas coupable. Hein. Alors, le jugement n'a pas encore eu lieu, donc il est présumé innocent. Et puis, le troisième objectif, c'est d'enfoncer le témoin, c'est-à-dire moi. Donc je comprends très rapidement et puis donc j'abandonne en fait l'idée de départ, mon objectif. Je, moi qui voulais présenter des éléments, des citations, etc. Très rapidement, voilà, j'ai compris que c'était pas la peine et étant donné que les questions étaient orientées aussi dans le domaine idéologique, parce qu'en fait c'est aussi
comment dire, je parlais de police politique la semaine dernière, ce qui n'a pas été forcément apprécié. Mais bon, c'est pas grave. Mais au final, quand on vous pose des questions sur vos convictions personnelles ou les convictions personnelles d'autres personnes, je sais pas, c'est pas de la police de la pensée, ça, c'est pas de la police politique, je sais pas. Voilà. Donc à ce moment-là, voilà, je comprends que c'est vraiment un piège. Il y a vraiment des questions euh, pièges très clairs, c'est-à-dire on vous cite des propos qui tombent sous le coup de la loi et on vous demande si vous les validez ou pas. Et donc, bah, j'ai exercé mon droit au silence, donc j'ai gardé le silence. Oui, c'est ça. Donc, il y a la convocation. J'ai gardé le silence pour 90% des Voilà, c'est ça que questions. j'allais te demander. Euh, Ta stratégie, c'est ça, quoi. C'est de garder le silence et les moments où tu c'est pas une parles. stratégie, c'est un droit. Oui, C'est c'est un un droit. droit. D'ailleurs, on a le Ouais, droit. C'est important ouais, de le dire aux ouais, auditeurs. Vous c'est un avez tout droit. à fait le droit de ne rien dire pendant Ouais. toute la convocation. Donc oui, voilà, tu as gardé le silence, mais t'as bien senti que on t'orientait pour que tu répondes des choses qui iraient forcément contre toi, quoi. Oui, contre moi, contre les personnes inculpées. Donc, après, bon, je comprends, mais comment dire, on comprend aussi que c'est pas les policiers eux-mêmes qui sont à mettre en cause, parce que Ils comme font leur l'expliquait, travail. ils font leur travail. En fait, ils obéissent aussi à des ordres. Alors, je sais pas quels sont leurs ordres, mais compte tenu de l'orientation des questions, on comprend très vite que dans la hiérarchie, on leur fait comprendre qu'il faut faire tomber des têtes. Voilà. Donc, alors, ah oui, autre chose que je dois préciser, parce que les policiers m'ont dit qu'il y avait un secret de l'instruction et que je pourrais être poursuivi pour cela. Alors, j'ai consulté mon avocat, et puis là, je vais vous lire des textes par rapport au secret de l'instruction, pour que ça soit bien clair, hein, parce que je sais que je vais être écouté, donc Oui, pour que ça soit bien oui, clair. oui. Les témoins, donc les personnes gardées à vue, mises en examen, les parties civiles, les témoins assistés et les simples témoins ne sont pas tenus au secret de l'enquête préliminaire ou de l'instruction. Je vais vous citer aussi Juris classeur, procédure pénale, encyclopédie, article 11, fascicule 20, secret de l'instruction. Qu'est-ce qu'on nous dit? Les témoins entendus par les enquêteurs ou par le magistrat instructeur ne sont pas non plus tenus au secret de l'instruction ni à celui de l'enquête du ministère public. En effet, ils n'élaborent pas la pièce écrite qui consigne leur déposition, laquelle est rédigée soit par l'officier de police judiciaire qui procède à l'audition, soit par le greffier du juge d'instruction sous la dictée de ce dernier. Donc, je ne suis pas tenu au secret de l'instruction. Voilà, contrairement à ce qu'on m'a dit. Donc, je Parler peux librement. quasiment tout dire. Je peux parler librement, je peux dire ce qui s'est passé. D'accord. Voilà, Alors, voilà, voilà. tes travaux n'ont jamais été attaqués en 10 ans, 600 articles, 12 livres. Alors, cette convocation, c'est une nouvelle étape pour toi, une tentative désespérée de te réduire au silence. Tu le ressens comme ça? Euh, alors, comme je l'ai dit, en fait, il y a une chaîne. La question, c'est qui veut me réduire au silence? Et puis, qui veut réduire au silence les militants pro-palestiniens? Qui veut réduire au silence les, euh, les militants politiques? Qui veut réduire au silence les personnalités politiques aussi? C'est ça. Il n'y a pas que moi. On Oui, veut oui. réduire au silence tous ceux qui ont une parole allant à l'encontre de la propagande israélienne. C'est ça, le but de la manœuvre. Donc je fais partie des gens qu'on veut réduire au silence. Mais qui veut nous réduire au silence? Eh bien ceux qui font les signalements et qui attaquent en justice, à savoir les relais d'Israël en France. C'est c'est très clair et c'est très net. Voilà, donc ensuite, donc il y a les signalements, puis il y a le parquet qui se met en œuvre, etc. Il y a toute une machine en fait. Et donc la police euh, est le dernier maillon de la chaîne, j'ai envie de dire. Voilà, ils exécutent. Et c'est pour ça que je disais dans mes vidéos, ce qui est grave, c'est que dans la situation actuelle, c'est que on a des relais d'Israël en France qui utilisent l'appareil judiciaire français, l'appareil policier, pour faire taire leurs opposants politiques en France. C'est ça qui est extrêmement grave au-delà de mon cas. Parce que je veux pas focaliser sur mon cas personnel. Faut pas qu'on se dise,
Ah oui, ils en veulent à Youssef Indy en particulier. Non, non, en fait, ils en veulent à tout le monde. Ils veulent faire taire tout le monde. Simplement, ils vont viser ceux qui ont une audience plus ou moins grande. Hein. Je veux dire, entre les militants qui sont incarcérés, aussi il y a un homme politique, un élu qui a été incarcéré, et je veux pas écorcher son nom, Boutelkadj, Oui, oui, oui. bref, On mettra à l'écran. voilà, il a été incarcéré Sa pour ses descente prises de d'avion, oui. position par rapport à la Palestine. Et ce qui est grave aussi, et là je l'ai dit, parce qu'en fait il y a eu l'audition, et ensuite après l'audition, je me suis exprimé, c'est-à-dire j'ai eu une discussion avec les policiers. Ce que je pouvais pas faire pendant l'audition, parce que c'était que des questions pièges. Et le problème, c'est que ce type d'audition ne fait pas avancer les choses, ne fait même pas avancer les dossiers. Parce qu'en fait, comme on veut vous piéger absolument et vous vous envoyer en tôle, c'est ça que vous comprenez, bah, vous vous dites, je vais me murer dans le silence. En fait, il vaut mieux être entendu par le juge directement, plutôt que d'être auditionné par la police. Parce qu'en fait, devant le juge, vous pouvez pas quand même parler plus librement, entrer dans le détail, etc. Il n'est pas forcément là pour vous conseiller. Et quand vous avez le statut de témoin lors d'un procès, donc là je parle du tribunal, je parle pas durant l'instruction, au tribunal, au procès, quand vous êtes témoin, vous êtes protégé. C'est-à-dire que vous pouvez dire ce que vous voulez au tribunal. J'ai déjà témoigné. Vous êtes à l'abri de poursuites. Et donc, vous pouvez parler beaucoup plus librement. Ça fait avancer les choses. Disons que les arguments, il y a plus d'arguments, vous pouvez avancer plus d'arguments, alors que là, vous êtes auditionné par la police qui vous pose des questions pièges et vraiment des fois aura des pâquerettes. Donc Ouais, mais on voilà, va dire c'est le but c'est aussi, difficile de... c'est le Oui, but c'est le but. pour te piéger, quoi. C'est pour Non, mais ça, sinon il oui, pourrait bien être sûr. autrement. C'est ça, Mais juste pour que ils les comprennent, gens ouais. comprennent aussi que c'est très délicat. Donc après l'audition, moi j'ai pu parler et leur dire ce que je pensais. Et ce que je leur ai dit notamment, c'est quand même, on est dans une situation extrêmement grave et j'ai essayé de leur expliquer pourquoi les gens trouvaient cela intolérable. Je leur ai dit, on envoie en prison des militants ou des écrivains ou des élus pour des déclarations considérées comme de l'apologie de terrorisme. Je leur ai dit, mais à côté de ça, vous avez des gens comme Barbara Lefebvre qui fait un appel au nettoyage ethnique à Gaza, Meir Habib qui compare les Palestiniens à un cancer. Sans parler des autres déclarations, le fils de Sarkozy, Louis Sarkozy, qui a dit sur LCI à propos des Libanais du Hezbollah qu'ils crèvent tous. Vous avez Enrico Macias qui a lancé un appel au meurtre des gens d'extrême gauche en disant qu'il fallait les dégommer physiquement. Vous avez tout ça. Donc je leur ai dit tout ça. Et je leur ai dit là, il y a quelques jours, il y a eu une soirée organisée par Franck Tapiro avec invité en duplex Rafovitz qui est porteur de l'armée israélienne. Il y avait Enrico Macias et d'autres qui ont reçu Franck-Olivier des prix. Gisberg, Olivier Voilà. Benkemoun, Céline Pina. Et la Voilà. question, c'était depuis le Alors, début. c'est pas la question. En fait, c'était une remise de prix et il y Oui, avait des jeux. Ouais, oui, un oui, quiz. Voilà. la question, c'était depuis le début de la. Parce qu'en fait, oui, c'est ce que tu veux dire. C'est qu'en fait, Mm. c'est un quiz, c'est-à-dire on s'amuse, c'est joyeux. Il y a un écran, on va tout mettre à l'écran. Et il y a des D'accord. remises de prix avec des points que les gens du public peuvent gagner. Et la question, c'était, depuis le début de la guerre, si 55 000 personnes sont mortes à Gaza, dont 50% de civils, ça fait quel pourcentage de civils gazaouis morts? Et tout ça dans une ambiance joyeuse, vote, De fait, hein. avec un prix. Enfin, et c'est vrai qu'on se dit, quand on voit ça, on se dit, eux, ça passe. Et c'est des personnalités. Je veux dire, c'est une réunion au vu de tout le monde, avec quelqu'un qui est sur les grandes gueules. Enfin, tu te dis, mais Non, comment mais je ça leur ai posé la question. Je leur ai posé la question. Je leur ai dit, laquelle de ces personnalités qui fait des appels au génocide, apologie de crimes de génocide, apologie de crimes de guerre, apologie de crimes contre l'humanité, laquelle avez-vous convoqué? Qui a été convoqué? Aucun. 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 eux-mêmes ont réagi,
Ils ont compris qu'il y avait un deux poids, deux mesures ou? Bah, ils m'ont répondu aucun, donc après je suis pas dans leur tête. Mais, euh, mais je veux dire, les arguments sont implacables. Mes arguments sont, je veux dire, y a rien à répondre à ça. Mmh. Vous envoyez des gens qui disent 10 fois moins que ce que dit Meir Habib et Enrico Macias, vous les envoyez en prison. Attends, en plus, c'est pas, je veux dire, on débarque chez eux à 6 heures du matin, on défonce leurs portes. Dans certains cas, même, on les tabasse. On les jette en prison comme des chiens. Et à côté, je veux dire, I24 News, LCI, etc., les types se pavanent, ils font des appels à l'épuration ethnique sans problème. Et il n'y a aucune convocation, alors que moi, je suis convoqué en tant que témoin, je suis convoqué, d'accord, en tant que témoin en soi-disant, mais bon, voilà. Mais eux, ils sont absolument pas convoqués, ni en tant que prévenu, ni en tant que témoin, ni en tant que témoin associé. Je leur ai dit, donc vous pouvez comprendre que les gens trouvent ça insupportable. Si encore il y avait une sévérité égale, c'est-à-dire voilà, on envoie en prison des pro-palestiniens pour apologie de terrorisme, puis on envoie en prison aussi des pro-israéliens pour apologie de génocide, etc. On se dirait, bon, quand même, l'État français est dur, mais il est, il est, Équitable, on va il dire. est équitable, il est équilibré. Mais là, non. Oui, Là, non. c'est Là, vrai que non. Là, on a l'avocat de Netanyahou qui demande, en gros, à la justice française, à la police française, de jeter en prison ses opposants politiques. mmh. Et on s'exécute. Oui, Non, c'est mais, vrai que, pour un drapeau, palestinien, vous pouvez avoir des gros problèmes, mais un drapeau israélien, ça passe, quoi et c'est vrai que ça crée, une tension aussi. Les gens comprennent pas, mais écoute, donc l'audition se passe, ça se termine. Tu te sens comment? Tu te dis: «Bon, ça s'est bien passé, c'est terminé» ou il peut y avoir des suites? la suite qu'il peut y avoir, c'est, je peux être convoqué par le juge d'instruction pour qu'il m'entende. Le juge d'instruction peut très bien me convoquer pour m'entendre. Euh, Après, qu'est-ce qui peut se passer dans le procès verbal? Bon, j'ai relu le procès verbal. Bon, étant donné que j'ai très peu parlé et je suis pas tombé dans les, enfin, j'ai pas répondu aux questions pièges. Donc il y a très peu de risques qu'il y ait une inculpation pour apologie de quoi que ce soit ou je ne sais quoi. Donc voilà. Donc je pense pas que je vais être attaqué, inculpé suite aux propos que j'ai tenus ou pas tenus pendant l'audition. Donc, ce qui peut se passer, oui, c'est ça, c'est être entendu en tant que témoin par le juge d'instruction. Mais bon, comme je leur ai dit, ça fait 10 ans que je fais ce travail, 12 livres, une centaine d'articles. Mes livres et articles sont traduits en plusieurs langues. J'ai donné des dizaines de conférences, etc. J'ai jamais été attaqué en justice alors que tout ce que je dis, écrit est scruté. Bon, c'est pas durant une audition de police que je vais Tranché. m'auto-accuser. Voilà. Et puis aussi avant l'audition, une semaine avant l'audition, j'ai envoyé à la police, bon, qui m'a auditionné, par courrier recommandé avec accusé de réception mes deux derniers ouvrages, c'est-à-dire comprendre le conflit israélo-palestinien et la guerre mondiale des religions. Pourquoi? Pour que, alors ça s'est passé, pour que lorsqu'on pose des questions sur des comment dire, des faits précis, historiques ou politiques, Proche-Orient ou en Palestine, que j'ai pas à leur faire une conférence renvoyée au livre, voilà, qu'ils ont reçu par courrier recommandé avec accusé de réception. Donc voilà, ça je tenais quand même à le dire, voilà, pour preuve de ma bonne foi, puisque je l'ai dit durant ils m'ont posé des questions sur 7 octobre, etc. Moi, j'ai renvoyé notamment au conflit, comprendre le conflit israélo-palestinien où je traite de cette question-là. Mais ça n'a pas été ensuite inscrit sur le procès verbal, donc je le précise là, je le dis publiquement pour que les gens sachent et voilà, OK, pour que OK. les autorités sachent bien que je l'ai envoyé par courrier recommandé et j'ai la preuve. Alors Voilà. justement, tout à l'heure, on parlait, d'impunité. Alors tu as partagé, une vidéo sur X, de Maître Soufi.
Alors, c'est un Mm. avocat spécialisé dans la justice pénale internationale. Il dit que ceux qui entravent l'aide humanitaire, fournissent du ciment pour les colonies illégales ou vendent des pièces pour des avions qui bombardent sont complices de guerre, voire de génocide. Il évoque une justice qui les rattrapera même 30 ans après. Qu'est-ce que tu penses de ces propos? Justement, par rapport à ce qui s'est passé à la soirée, est-ce que c'est vraiment intelligent de faire ça parce qu'on se croit dans l'impunité? Est-ce que ça va pas les rattraper, justement, avec ce qui se passe? Mm. Alors, il y a déjà des plaintes qui ont été déposées en France, en Belgique, en Grande-Bretagne, même aux États-Unis, il me semble, hein, à l'encontre d'Anthony Blinken et Joe Biden. Parce qu'en fait, ça va bien. Lui, dans cet extrait, il parle des entreprises, etc., mais ça va bien au-delà. C'est même les dirigeants en exercice. Par exemple, il y a Raphaël Pitti, qui est un président d'ONG et lui-même médecin, qui a déclaré, je crois que c'était sur une émission sur France 5, qui a déclaré « Je me réserve le droit, demain, d'attaquer en justice Emmanuel Macron pour complicité de crimes contre l'humanité, notamment parce que l'État français a laissé Benjamin Netanyahou survoler l'espace aérien français, alors qu'il y a un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale à l'encontre de Netanyahou pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Et donc, si vous lui portez assistance et que vous le laissez passer sur votre territoire, vous vous rendez complice, Mhm. car la France est signataire du statut de Rome, statut de la Cour pénale internationale. Et donc il y a un certain nombre d'hommes politiques qui sont au pouvoir actuellement, qui demain ne seront plus au pouvoir et qui pourront être poursuivis pour complicité de crimes contre l'humanité. Si vous fournissez par exemple des armes à Israël, un soutien économique, financier, militaire à Israël pendant le génocide, eh bien, vous pouvez être poursuivi pour même complicité de crimes de génocide. Donc là, ça va chercher très loin. D'ailleurs, je l'ai dit aux policiers après l'audition, leur signifiant que là, il y avait quand même un décalage entre le temps judiciaire, les affaires qui sont en cours, qui visent des pro-palestiniens, et l'évolution déjà officielle de la France. Parce qu'il y a, j'ai ramené d'ailleurs un document avec moi, mais que j'ai cité dans ma précédente vidéo, une déclaration officielle de la France, de la Grande-Bretagne et du Canada par rapport à ce qui se passe à Gaza et par rapport à Israël, en rappelant qu'il y a une violation du droit humanitaire, violation du droit international, etc. Donc il y a déjà une évolution rapide, parce que, notamment, il y a cette crainte de poursuite. Parce que je rappelle que la Cour internationale de justice a émis plusieurs ordonnances. La première date du 26 janvier 2024. Et dans cette ordonnance, il est écrit, par exemple, j'avais ramené tout ça hier, que je leur ai montré après l'audition. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette ordonnance? Je l'ai là. Ici, là, surligné, l'État d'Israël a manqué et continue de manquer aux obligations lui incombant au titre de la Convention sur les génocides, notamment celles énoncées à l'article 1er, lues conjointement avec l'article 2, A, B, C, D, article 3 et aux articles 4, 5 et 6. Donc, en fait, Israël, dès le 26 janvier 2024, violait déjà de façon continue la Convention de 1948 sur la prévention de génocide. Et puis, il y a eu d'autres ordonnances de la Cour internationale de justice, en mars, en juillet, etc. Donc, plusieurs ordonnances, parce que Israël continuait de violer la Convention de prévention contre le génocide. Donc, Israël est coupable de crimes de génocide. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il y a eu un débat, d'ailleurs, entre Maître Johan Soufi et Arnaud Klarsfeld, je crois que c'était sur LCI. Arnaud Klarsfeld disait non, il n'y a pas de génocide. Et Johan Soufi il dit non, mais vous ne maîtrisez pas vous n'êtes pas un spécialiste du droit international. Le fait que la Cour internationale de justice émette une ordonnance avec des mesures conservatoires
obligatoires, contraignantes, que doit appliquer Israël, c'est-à-dire mesures conservatoires, c'est-à-dire cesser ce qu'ils font et mettre en œuvre le passage de l'aide humanitaire, etc., indique que le crime est là, le crime de génocide est là. C'est ça que signifient les mesures conservatoires contraignantes de la Cour internationale de justice. Donc, c'est la plus haute cour de justice de l'ONU, la Cour internationale de justice. Ça rigole pas. Et il y a aussi la Cour pénale internationale. Donc, il y a tout ça, bien sûr, il y a le rapport de force géopolitique qui bascule, qui fait qu'on n'est plus au XXe siècle. C'est fini le temps où la Cour pénale internationale ne s'occupait que des ennemis de l'Occident ou des En Afrique, États-Unis ouais. ou des Africains, Laurent Gbagbo. Là, avec le rapport de force géopolitique qui bascule, ça peut devenir dangereux, très dangereux, même pour les dirigeants occidentaux. Puis, je veux dire, quand vous êtes à la tête d'un pays, vous dites demain, je serai plus président, je serai plus premier ministre, et je vais avoir des poursuites pour complicité de crimes contre l'humanité ou crimes de génocide. C'est quand même un peu embêtant. Oui, Voilà. il a plus tendance à avoir envie d'aller jusqu'au bout. Et justement, Voilà. est-ce que Israël entraîne pas dans sa chute Macron, même les chaînes de télé qui ont basculé, elles aussi, elles commencent déjà, on le voit sur LCI, à avoir des propos totalement contraires il y a 1 ou 2 semaines. Est-ce qu'eux aussi ils se rendent compte que ils risquent d'avoir de gros soucis, quoi? Parce que, faut le rappeler, c'est que, hem, il y a eu des poursuites sur, des Allemands de 99 ans qui étaient soit gardiens de prison, simples infirmières ou que sais-je, dans des camps de concentration, heu, des années après, pendant des années après. Donc oui, ça va arriver. Est-ce qu'ils en ont conscience de ça? C'est ça qui est Oui, alors, intéressant, ouais. c'est de savoir si ces gens ont conscience de ça. Est-ce que les entreprises ont conscience de ça? Est-ce qu'il y a pas un message à passer et leur dire: «Attention, peut-être que là, vous dites qu'il y a pas de souci, mais demain, ça tout peut basculer et vous pouvez être inculpé et tout perdre». Oui, oui. Oui, oui, bien sûr. Il y a cela. Il y a aussi ce qu'avait dit Eli Barnavi, ancien ambassadeur d'Israël en France, en disant Israël est en train de devenir un État paria. Donc il y a une crainte de la part des Israéliens ou des sionistes qui sont plutôt de la tendance libérale. Il y a une crainte que, à cause de Netanyahou et de sa coalition au pouvoir, il y a une délégitimation totale d'Israël. En fait, ils se disent quoi? Ils se disent, à cause de Netanyahou, on risque de jeter le bébé avec l'eau du bain. Oui. Donc la stratégie actuelle, c'est de découpler le gouvernement israélien actuel de l'État d'Israël. C'est ça le truc. Mmh. C'est ça la crainte, d'où les déclarations dans le New York Times de Thomas Friedman, en France de la rabbin Orvilleux, d'Anne Sinclair, etc., qui soit se sont tus jusque-là, soit ont carrément apporté leur soutien au gouvernement de Netanyahou. Et là, ils se disent, bon, déjà, il y a l'isolement au niveau géopolitique mondial, notamment suite au lâchage du gouvernement Netanyahou par l'administration Trump. Je ne vais pas, je Oui, vais oui, pas oui, oui. refaire l'historique. Je pense que tous ceux qui nous suivent sont au courant de ce qui s'est passé. Donc lâchage par l'administration Trump, et donc ça a suivi derrière en Europe. Il y a aussi effectivement le risque judiciaire. Donc en fait, il y a un certain nombre de paramètres qui entrent en compte, qui fait que, et en fait, aujourd'hui, ceux qui continuent de soutenir Netanyahou et son gouvernement sont les plus fanatiques. C'est vraiment les fous furieux. Ceux que vous voyez organiser des galas, etc., des soirées de remise de prix, etc., sont à la fois des fous furieux et des gens qui veulent euh, entraîner avec eux certaines personnalités dans leur chute. C'est à la fois une garantie, ils disent, ah mais regardez, il y a Franz-Olivier Gisbert quand même avec nous, etc. Mais en même temps, l'idée c'est, si on tombe, vous tombez tous avec nous. Et je veux dire, quelqu'un comme Franz-Olivier Gisbert, je pensais qu'il avait un cerveau, mais aller à une soirée de remise de prix de soutien à Israël en plein génocide, mais je veux dire, je sais pas quel propos il a tenu durant cette soirée, mais il faut que ces gens-là se disent que demain, ils pourraient tous, alors là aujourd'hui,
vous déposez plainte, etc. Il n'y a aucun risque pour que l'un d'entre eux soit entendu, hein, placé en garde à vue. Faut pas rêver, faut pas rêver. Mais qui sait ce qui peut se passer demain? Qui sait quel gouvernement il y aura en France demain? Qui sait quel type de pouvoir il y aura en France demain ou dans d'autres gouvernements? Même si c'est pas des gens, même si c'est pas des antisionistes au pouvoir. Mais ce que je disais aux policiers d'ailleurs, je leur ai dit, la situation actuelle aurait été impossible, même sous Chirac. Pourtant, c'était pas Chirac, c'était pas un furieux. Hein. Oui. Je parle pas, on va même pas aller jusqu'à De Gaulle, mais ne serait-ce que sous Chirac, on n'aurait pas eu Non. une situation pareille. En fait, c'est parce que il y a, comment dire, il y a un système totalitaire qui est en train de se mettre en place en France, et paradoxalement, un laxisme juridique, c'est-à-dire que on va utiliser l'appareil d'État, l'appareil policier, la justice pour attaquer des opposants politiques, mais dans d'autres domaines, il y a un laxisme total, c'est-à-dire que vous avez des violeurs, des types qui rentrent avec des couteaux dans des écoles, etc. Les types, en attendant leur jugement, ils sont dehors. Oui. Et vous mettez en détention provisoire pendant des mois des militants pro-palestiniens. Les types, ils n'ont jamais agressé personne de leur vie. Mmh. Et donc, les pro-israéliens, en France, les pardos, etc., ils profitent de cette situation qui est à la fois totalitaire et laxiste. Oui, il y a un sentiment, tu veux dire qu'il y a un sentiment de toute puissance quelque part. Quand il voit ça, Oui, il et dit: «Bon, bon, on y va, d'impunité. de toute façon, il va rien nous arriver». C'est ça, quoi. Bah oui, et c'est ce qu'ils Et constatent. c'est ce qui arrive. Le grand rabbin de France qui déclare par rapport à ce qui se passe à Gaza l'année dernière, le génocide était déjà en cours. Il déclare Netanyahou est en train de finir le travail à Gaza. Je crois qu'il y a eu des signalements. Hein. Oui, il y a eu Vous des imaginez signalements. bien que le grand rabbin de France va pas être écouté par le groupe de lutte antiterroriste. Évidemment que non. Voilà, donc il y a eu une impunité totale, mais dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, je veux dire, là on n'est pas dans le droit de la presse. Il n'y a pas de prescription pour la complicité de crimes de guerre, crimes contre l'humanité ou apologie de crimes contre l'humanité ou de crimes de génocide. Donc, on verra bien. Oui, c'est ça. Mais moi, comme je l'ai dit, moi, je me place du côté de l'histoire, pas du côté du pouvoir. Je leur ai dit, le pouvoir passe. Et on verra bien. On verra bien qui est du bon côté de l'histoire. L'important, c'est ça. Il y a quelque chose, il faut pas que j'oublie d'en parler, ça c'est très important, c'est que derrière enfin pas toutes ces affaires, mais derrière un certain nombre d'affaires de ce type-là, ce qui est invoqué, disons, c'est la lutte aussi contre le soft power étranger. Donc en fait, on vous dit, bon là il y a eu le rapport sur les frères musulmans, etc. Donc on vous dit, bon, non seulement ces gens-là sont coupables d'apologie terroriste, mais en fait, ils sont aussi des agents de l'étranger. Ça, c'est un des arguments qui est avancé en ce moment. C'est en sous-texte et qui va être de plus en plus utilisé. Soft power, agent de l'étranger, etc. Mais il y a un problème quand même. Vous nous dites, on envoie un tel et un tel en prison, on inculpe un tel, parce que ils seraient des agents de l'étranger. Mais attendez, vous envoyez des personnes en prison à la demande notamment de l'avocat de Netanyahou en France. D'agents étrangers. Attendez, vous nous parlez d'agents étrangers, de soft power étrangers, et le soft power israélien qui arrive à envoyer en prison leurs opposants politiques en France, vous en faites quoi? Donc, non mais, je veux dire, excusez-moi, mais Oui, le l'inversion. foutage de gueule, non, mais le foutage de gueule, là, il est vraiment insupportable. Oui. Je leur ai raconté aussi l'épisode de Meir Habib qui rentre dans l'Assemblée nationale accompagné c'est dans la presse, hein, vous cherchez, vous allez trouver, avec un agent du Mossad qui porte un flingue, d'accord? La sécurité de l'Assemblée nationale lui dit non, mais vous pouvez pas rentrer avec un agent du Mossad avec son flingue. Et là, il leur fait un scandale. Et ils en viennent quasiment aux mains avec les agents de sécurité de l'Assemblée nationale ou la police de l'Assemblée nationale. Parce que on lui dit non, mais non, ton agent du Mossad, il va pas rentrer avec un flingue. On en est là. Je veux dire, le grand rabbin de France, il est avec
Macron à l'Élysée, il fête Hanouka et puis le grand rabbin dit ah oui vous portez un- une chaîne autour du cou qu'on ne voit pas mais il dit je sais que vous la portez qui symbolise le soutien aux soldats de Tsahal. En plus il le met dedans, il dit vraiment il il le met dans la sauce comme on dit et on nous dit et on nous parle de soft power de je ne sais quel pays parce qu'il y a des gens qui font des tweets et qui font des publications sur Telegram. Mais non, mais vous vous foutez de nous là. Vous vous foutez de nous. Enfin, là, c'est insupportable. Donc voilà, cette histoire de soft power, d'accord. Moi, je veux bien que la France combatte tous les soft power, mais il y en a un qui est très visible là, qui fait que des gens comme comme moi, des écrivains, se retrouvent convoqués par la police antiterroriste. C'est pas. Moi, j'ai critiqué les frères musulmans. J'ai écrit un livre sur les frères musulmans. Je veux Mmh. dire, les frères musulmans sont pas mes amis, ils me détestent. Mais les frères musulmans n'ont jamais réussi à me faire convoquer par la police. Vous voyez, Mmh. c'est pas les frères musulmans qui arrivent à envoyer leurs ennemis en prison en France. Vous voyez, Oui, d'ailleurs, ni, tu ni, penses ni- quoi de ça, toi, cette histoire de rapport, alors moi, je l'ai lu, franchement, il y a pas grand-chose. Enfin, le sentiment quand on sort du rapport, c'est que tous les musulmans sont font partie des frères musulmans, quoi. Mais sans citer de nom, 0 nom, sans citer d'association, sans citer enfin, sans preuve concrète, quoi. Et c'est vraiment le sentiment qu'on a, quoi. Tu penses quoi, toi, de ce rapport? Ça, c'est un Alors, j'en ai lu les trois quarts du rapport. Qu'est-ce que nous dit le rapport? Il nous dit bah les frères musulmans ont un budget, je sais pas, de 500 000 euros, mais en plus ils avaient un budget de 500 000 euros, mais qui a diminué depuis, parce qu'il il y a eu en fait des bouleversements géopolitiques au Proche-Orient qui font que les frères musulmans ont été lâchés, même par oui, même par le Qatar, et le Qatar qui a eu rencontré des difficultés, etc. Donc il y a depuis 2017, il y a vraiment une perte de vitesse des frères musulmans. Mais ce qu'on peut dire, c'est que il y a une tentative d'influence des frères musulmans parmi les musulmans. D'accord? Donc en fait, c'est ça le truc, c'est que historiquement, les frères musulmans ont cherché à avoir une influence sur les musulmans, que ce soit dans le monde musulman ou en Europe. D'accord? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, bon, d'accord, on nous dit il y a une influence, une pénétration des frères musulmans en France. Combien de directeurs de rédaction sont frères musulmans en France? Combien de ministres sont frères musulmans en France? Combien de députés sont frères musulmans en France? Combien d'oligarques, de milliardaires qui détiennent des médias, et des magazines, des journaux appartiennent aux frères musulmans? 0. Il y en a pas. Il y en a pas. Il y en a pas. Donc en fait, les frères musulmans, disons que c'est quand même le problème surtout des musulmans. D'accord? Parce que les frères musulmans cherchent à avoir une influence sur les musulmans. Mais, et dans le rapport, c'est vrai, ce que tu dis, c'est que quand on lit le rapport, on se dit, mais en fait, quasiment, en gros, on accuse les musulmans de France d'être des frères musulmans, en fait. Alors, je dis ça Il parce y a une que confusion entre les deux, je hein. dis ça parce Il y a une que confusion. je dis ça parce que Mm. je vois dans les commentaires, je connais des musulmans, mais tous, hein, ils sont unanimes, ils n'ont jamais eu affaire aux frères musulmans. Enfin, pour eux, c'est un fantôme, ils sont là, c'est vrai apparemment, c'est partout, mais les musulmans eux-mêmes ne les ont jamais vus. C'est pour ça que je dis ça, quoi. Oui, alors, le truc, c'est qu'aussi, faut que les gens comprennent, l'écrasante majorité des frères musulmans, enfin, l'écrasante majorité des musulmans ne savent pas ce que c'est que les frères musulmans, vraiment. Quand j'étais gamin, on nous disait al-Ikhwanin. Al-Ikhwanin, c'est une façon de dire les frères. Al-Ikhwan al-Muslimin, c'est les frères musulmans. Al-Ikhwanin, c'est les frères. Voilà, on parlait d'eux, et en fait, ils avaient cette image-là de gens presque salafis, tu vois, très pieux, mais on avait aucune idée de ce qu'était la confrérie des frères musulmans, son histoire, son organisation. C'est quelque chose qui est assez opaque. Et si on se documente pas sur les frères musulmans, en fait, on sait pas vraiment ce que c'est. Et je peux vous dire que l'écrasante majorité des musulmans
n'ont aucune idée de ce qu'est historiquement, politiquement, du rôle géopolitique des frères musulmans et de leur organisation interne. Voilà, c'est quelque chose qui est opaque. Donc ça, c'est la première chose. Donc, j'ai dit aussi que, comme j'ai dit là précédemment, aucune influence des frères musulmans en France, parce que c'est ça le truc. On parle de ce rapport comme si il démontrait que les frères musulmans avaient une influence dans la société française. Non, je suis désolé. Encore une fois, il n'y a pas de frères musulmans. Celui qu'on a vu agiter le bras il y a quelques années là, Monsieur Khalifa. Oui. Alors, quand on entend Khalifa, on se dit ah Khalifa, c'est arabe. Non, non. Non. Le directeur, le président du CRIF, d'accord. Il agite le bras d'Emmanuel Macron. C'est un frère musulman, ça, qui fait ça. Quand au dîner annuel du CRIF, je reprends les propos d'Elisabeth Lévy, qui dit à Richard Prasquier sur à la radio, je crois que c'était France Info, mais en tout cas c'était Radio France, ouais. Radio France. Voilà, Radio France. Elle leur dit mais est-ce que vous allez faire comme votre prédécesseur, Roger Kuckerman, qui convoquait le gouvernement français et qui leur donnait des ordres, des directives, etc. Vous avez vu des frères musulmans faire ça? Vous avez vu le gouvernement français à la mosquée de Paris recevoir des ordres de musulmans? Arrêtez. Et engueuler, elle dit, et engueuler les ministres, et voilà. Ils se soumettaient, quoi. C'est ce qu'elle disait. Voilà. Donc faites des rapports sur les véritables lobbies en France qui sont en capacité d'agiter le bras du président de la République et de donner des leçons au gouvernement français et d'engueuler des ministres. Commencez par ça. Puis ensuite, on vous prendra au sérieux avec vos rapports sur les frères musulmans. Mais commencez par l'éléphant là qui est au milieu du couloir, au lieu de nous prendre pour des imbéciles et de nous parler de soft power, parce que là, ça commence vraiment à bien faire. Oui, on va dire que bon, on est dans la stratégie du bouc émissaire, et les musulmans, bon, ça fait quand même un moment qu'ils sont dedans, mais on pousse le bouchon un peu trop loin et ça peut aller loin. Je veux pas dire qu'il y a un rapport, mais on sent vraiment une haine sur les réseaux sociaux, mais qui peuvent se traduire aussi dans le réel, parce que même si il y a du ressenti et que les gens veulent aller à la violence, ils vont pas y aller forcément sur un délinquant. Et on l'a vu il y a pas longtemps, il y a Hichem, alors je veux pas me tromper, Hichem ou Hicham, qui a été victime justement de ce racisme et qui a été tué. Une personne en plus qui est bien, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas un délinquant, c'est une personne qui est bien sous tout rapport. Là où il habite, tout le monde dit du bien sur ce monsieur qui était coiffeur. Les voisins, enfin tout le monde dit vraiment c'est quelqu'un de bien. Et même juste avant de se faire tuer, il avait offert un couscous à ce monsieur qui l'a tué pour justement calmer les choses. Voilà. Et les propos de Christophe B, le tueur, sont dingues, quoi. Et ça suit aussi cette logique. Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité justement des chaînes de télévision, des politiques, de pousser à ça pour qu'aussi il y ait une réponse derrière et qu'on n'en finisse pas, quoi. C'est le diviser. Bah, il y a clairement, en fait, depuis maintenant des décennies, un discours et des postures de provocation. Je veux dire, quand vous avez le ministre de l'Intérieur, que ce soit lui ou d'autres, je veux dire, depuis Sarkozy, on ne met que des néoconservateurs à la tête du ministère de l'Intérieur qui provoquent constamment les musulmans au lieu de s'occuper de la délinquance. C'est ça. Moi, je suis désolé. Mais c'est ça justement, Youssef. C'est là où je veux en venir. Il y a des viols à tout va, des agressions à tout va, et le type nous parle des frères musulmans et des musulmans. Occupe-toi des délinquants. Et c'est ça justement, Youssef, c'est que à chaque fois qu'il y a des délinquants qu'on condamne, tu vois, on condamne la délinquance, ça pourrit la vie de tout le monde. Et ce que j'ai remarqué, moi, je fais très attention, hein, parce que je sais qu'il y en a qui regardent pas BFM, CNews. Alors moi, je regarde tout le temps. C'est un sport pour moi. J'ai besoin d'analyser. Et ce que je remarque, c'est que à chaque fois, ah ouais, mais avec Madame Marcel, on s'y met, on regarde, on se confronte. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il se passe un acte de délinquant, et juste après, 2 jours après, on va parler de l'islam. Et il y a justement un amalgame qui se fait,
et on sait plus où on en est. On sait plus si on parle de délinquance, d'islam, et du coup, les gens ils disent bon, on va combattre l'islam, comme ça on n'aura plus de délinquance. Alors que c'est pas du tout ça. Les les mecs qui Mm. sont musulmans et qui vont bosser, parce que les gens ils bossent. Hein. Moi, quand je prends le train, le mec qui passe avec son sac poubelle, il est noir. J'ai Ouais. jamais vu quelqu'un d'autre qu'un noir. Sur les chantiers, moi j'ai bossé sur les chantiers, je sais qui sont mes collègues sur les chantiers. Je le vois, c'est dans la vie réelle, les mecs qui bossent comme moi j'ai bossé, voilà. C'est pas tu vois pas Damien Rieu et Non, Éric Zemmour. voilà, Zemmour, il Voilà. y est pas. Donc, c'est ça, on a envie d'arriver à qu'on se tape les uns sur les autres, et pas de discussion possible. De toute façon, les musulmans n'ont pas le droit d'aller à la télé, sauf s'il s'appelle Chalgoumi. Et du coup, limite, moi, je Sauf s'il comprends sait pas parler français. qu'il sait pas parler. Et La, ça aussi, c'est parfait. C'est parfait. la qualité qualifiante, c'est de ne pas savoir parler français. Mais Voilà. voilà, en Si tu gros, veux, t'as compris ce que je voulais dire, mm. quoi. C'est ça. Donc, Être analphabète. Non, mais le but, c'est effectivement de provoquer les musulmans et de les pousser à la faute. mhm. Donc, on se dit, pour répondre de façon très élémentaire, on se dit, bah, à force de les insulter et de les provoquer, bon, ils vont forcément faire quelque chose pour qu'on puisse, voilà, dire, voilà, là, il y a un Valider. problème en France, voilà, avec les musulmans, blablabla, et focaliser là-dessus, et en reparler encore du matin au soir, et ainsi de suite, pour pas régler les problèmes, parce que, de toute façon, ce qui couve en France, c'est un mouvement gilet jaune puissance 10. C'est ça. Enfin, je veux Oui. dire, ce dont on nous parle pas, c'est quand on va faire nos courses. Quand on va nous faire nos courses, je veux dire, c'est d'une Ouais. violence. Les prix sont d'une Les violence. factures Et de là, on te dit, gaz, non, non, mais, d'électricité aussi. oh non, mais attends, il y a un rapport là sur les frères musulmans. Non, Oui, mais oui. regarde ça, regarde le rapport là. Oui, c'est vrai qu'on voilà, on cache tout, alors que mal logement, pauvreté, les étudiants à la soupe populaire, les vieux, nos vieux, nos vieux Français qui descendent en bas de chez eux parce qu'ils osent pas aller le dire à leurs enfants qu'ils ont plus de thunes et qu'ils fouillent dans les poubelles. Je veux dire, Ouais, ouais, on les voit. Hein. quand on Ouais, en ouais, arrive ouais, là, c'est catastrophique. Mais c'est vrai que ouais, on n'en parle pas du tout. Et la violence, la vraie violence, elle est là. Mais on parle des musulmans, on parle pas de délinquance, donc voilà. Mais alors justement, on parle de ça. Est-ce que le RN avec Marine, parce que Marine, elle change pas, voilà, elle y va à fond, elle soutient Israël à fond. Est-ce que c'est pas dangereux pour elle de faire ça? bah, c'est la stupidité des droitards ou de l'extrême droite. On dit souvent que l'extrême droite, enfin la droite française est la plus bête du monde. Là, c'est quand même, je veux dire, vous voyez Marion Maréchal, Jordan Bardella, qui vont en Israël, je veux dire, quand l'administration Trump lâche Netanyahou. Ils vont faire allégeance à Netanyahou à ce moment-là. Marine Le Pen aussi le fait. En fait, c'est un peu comme aller dans le bunker en mai 45, Hitler. tu sais, dans le bunker d'Hitler pour faire allégeance à Adolf Hitler, tu vois. C'est du même niveau stratégique. Ces gens-là, mais sont des imbéciles, mais non, mais vraiment, On comprend je pas. suis pas seulement sidéré, je suis pas seulement sidéré par leur immoralité politique, je veux dire, aller en Israël faire allégeance au moment où il y a un génocide, mais vraiment leur stupidité politique, moi, elle me sidère, tu vois. Mais vraiment, Mmh. je dis, attends, t'es à la tête d'une formation politique, tu vois bien, enfin, je veux dire, t'es censé voir qu'il y a un basculement du rapport de force, une délégitimation d'Israël, la Cour pénale internationale, etc. Et tu te dis, attends, je veux dire, nous les gens, genre, je parle à leur place, tu vois, nous les gens d'extrême droite, on porte le fardeau de la collaboration depuis, euh, depuis les années 40, d'accord? On a fait tout ce travail-là de soumission pour nous dédiaboliser, et en fait, ils se renazifient, ils remettent une pièce dans le dans la machine, et je veux dire, là, c'est fini. Et, Je veux dire, et, et, et par ceux qui on les ont dira d'eux. diabolisés. Oui, mais on dira de l'extrême droite qu'elle a collaboré en 40, elle a collaboré dans Labouriant, les années ouais, 2020. c'est ça.
Voilà, Ça valide. elle a soutenu l'extrême droite, ceux qui ont collaboré avec, on a soutenu les nazis, en gros, c'est ça. Et puis, bah, vous avez soutenu des génocidaires dans les années 2020. Mmh. Bravo, Oh, magnifique, Oui, mais j'ai vu le bascule, belle preuve de constance. j'ai vu la bascule, c'est le jour où les gendarmes se sont fait agresser, molester en Israël. Marine Le Pen n'a jamais eu un seul mot Hmm. pour condamner, un petit mot, pas grand-chose. Ouais, ouais. Pas une seule fois. Et ça, c'est, je me suis dit, Il y a des morts, hein. ouais, Et le fonctionnaire ou les fonctionnaires du ministère des Affaires qui étrangères sont tués à morts, Gaza, tout à fait. Et pas une seule fois. Et là, je me suis dit, il y a un tués à Gaza souci. par des bombardements israéliens, hein, je Oui, précise quand oui, même, hein. oui, oui. Parce qu'ils sont Oui, oui, pas, oui, oui. ils sont pas morts tout seuls, ils ont pas fait une crise cardiaque, hein. Donc là, on voit bien qu'il y a pourtant il y a un lien, je veux dire, entre, le RN, voilà, les forces de l'ordre. Et là, on se dit que même si un gendarme français agressé en Israël, elle se tait, ouais, il y a une grosse bascule. Il y a quand même Non, une mais il y a une non, mais il y a en plus, ils peuvent même pas dire on est des patriotes français. Non, vous n'êtes pas patriotes. Vous n'êtes absolument pas patriotes parce qu'effectivement, vous vous taisez quand des gendarmes français sont arrêtés à Jérusalem et humiliés. Et là, attendez, il y a eu une délégation de diplomates internationaux qui s'est fait tirer dessus en oui, oui, Cisjordanie. tout à fait, oui, tout à fait. Des Européens, ils se sont fait tirer dessus. Un mot du RN Non, non. Non, c'était pas le Hamas, c'était pas le frère musulman. C'est, voilà. Mais en tout cas, écoute, on va fermer, tout ça. On va terminer, mais, heu, hem vu ce qui t'est arrivé à la convocation, quels conseils, tu donnerais, à d'autres intellectuels, militants, qui craignent de se retrouver dans la même situation que toi? Quelle attitude à adopter? Et comment se protéger? Parce que c'est vrai que ça arrive de plus en plus, on sent que donc c'est bien d'avoir Mm. quand même quelques conseils. Ouais, ouais. Alors déjà, faut commencer par le commencement. Euh, Arrêtez de vous exciter et de réagir émotivement sur les réseaux sociaux. Ça sert strictement à rien. Vraiment, je vois des trucs passer sur les réseaux sociaux. Bon, les gens, bien sûr, il y a l'émotion, etc. Mais ça ne fait pas avancer les choses. Arrêtez de vous agiter parce que c'est ce genre d'agitation, ce genre de propos tenus sur un coup de colère pour lesquels on va vous convoquer. Et en fait, ce que vous devez bien comprendre, c'est que tous les propos que vous tenez publiquement, il va falloir les assumer à un moment donné devant la police. Est-ce que, en fait, quand vous allez tweeter ou dire quelque chose publiquement, vous vous posez la question, est-ce que là, ce que je viens de dire, je vais pouvoir l'assumer devant la police ou devant un juge? Et l'expliquer, je veux dire, quand je dis assumer, c'est pouvoir l'expliquer avec des arguments et qui entrent dans le cadre légal. Donc ça, c'est la première chose. Donc j'arrive au cadre légal. Bon, moi, je suis pas juriste, mais je m'intéresse quand même à la loi. Donc il faut avoir, comment dire, quand même une base de connaissances en droit, surtout pour ce qui nous intéresse, qu'est-ce que c'est que l'apologie de terrorisme, etc. Et puis, surtout, le plus important, c'est de connaître un peu le droit international sur ces questions-là, les résolutions de l'ONU. Dans mes vidéos, je les communique, hein, je donne les résolutions, etc. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, parce que les gens l'oublient, hein, des fois même, voilà, même des fois les magistrats l'oublient, la France est membre de l'ONU, je le rappelle. La France est tenue de respecter le droit international. Et la France doit respecter les résolutions de l'ONU, y compris les résolutions de l'ONU sur la Palestine, sur le droit à résister avec des armes, etc. Tout ça, il y a des résolutions de l'ONU. Et ça, faut le rappeler. Donc, si vous vous retrouvez face à un magistrat, tout ça, faut le rappeler. Il faut venir avec les résolutions de l'ONU. Donc, en fait, le droit international prime. Donc, le droit français doit se conformer au droit international. Et ça, c'est ce qu'on a quand même tendance à oublier. Donc, connaître le droit. Et si vous êtes convoqué, si vous avez de la chance et que vous êtes convoqué, non pas placé en garde à vue, comme ça, cueilli chez vous à 6 heures du matin, consultez un avocat avant. Obligatoirement, consultez un avocat. Il va vous conseiller sur ce que vous devez faire, ce que vous pouvez dire ou pas. Et voilà, donc moi ce que je conseille c'est ça, c'est vraiment de s'en tenir. Moi,
je peux me permettre de donner ce conseil parce que ça fait 10 ans que j'ai écrit, que je m'exprime publiquement, que j'ai jamais attaqué en justice, et c'est pas parce que je suis protégé par des super réseaux invisibles. C'est du vécu. Vécu. Mes livres sont épluchés. Ils sont Mmh. épluchés de très près. Sourcé, ouais. Et c'est pas, bien sûr, faut toujours remercier. Moi, je suis croyant, je remercie Dieu, Mmh. je m'en remets à Dieu. Mais il faut t'aider si tu veux que le ciel t'aide. Donc, il faut faire quand même attention. Donc, rester dans les clous, être extrêmement prudent et toujours factuel. Voilà. C'est pour ça que jusqu'à maintenant, après, bon, ils trouveront peut-être une virgule que j'ai mal placée, et voilà. Mais jusqu'à maintenant, j'ai pas été poursuivi parce que je reste dans le cadre légal et je reste très très prudent et surtout ne pas s'emporter. D'accord, Voilà, d'accord. éviter de tweeter. Et puis si vous êtes bourré aussi, quand même, évitez de tweeter quand vous êtes sous, je ne sais pas. Attention à l'abus d'alcool, Voilà. les gars. Attention. Voilà, vraiment, vraiment, faites, voilà, évitez de tweeter la nuit en rentrant de soirée ou ivre-mort. C'est là où ça Vraiment, se c'est le passe. truc à pas Souvent, c'est là faire. où ça se Voilà. passe. Donc, Ouais, voilà. attention. Donc, moi, je vois des trucs des fois passer, je me dis, ah ouais, les mecs, ils sont pas sobres, là. Voilà. Donc, évitez ça et voilà. Pas de D'accord. tweets Et compulsifs. dans ton cas, est-ce que c'est bien d'en parler publiquement? Et est-ce Ah que le oui. fait d'en parler publiquement, ça a un impact, Ah tu oui, oui. penses? Alors oui, ça c'est très important. Merci de me le rappeler. Là, donc j'ai été convoqué le 3. J'ai fait une vidéo la semaine précédente. Même avant la vidéo, bah toi Marcel, tu as fait, comme je dis, un gros tapage sur les réseaux. Tu as fait une vidéo, tu as fait circuler, ça a été repris, etc. Et disons que ce que je pense très fortement, c'est que ça coupe l'herbe sous le pied. Parce que si vous dites, voilà, je suis convoqué, et vous expliquez la situation, vous n'avez strictement rien à vous reprocher, vous expliquez tout ça, vous dites voilà c'est un piège, c'est un peu comme quand vous conjurez un sort. Le fait d'en parler empêche ceux d'en face de vous amener dans le piège. Donc ça a été très bénéfique, je pense, parce que ça met en fait tout le monde face à ses responsabilités. Ça met la police antiterroriste, les magistrats, et puis les, euh, les relais d'Israël qui attaquent en justice et qui veulent nous envoyer en prison. Ça met la lumière aussi sur ce qu'ils sont et ce qu'ils font. Vous voyez, et l'illégitimité de cette action. Donc, ça a eu un impact, très positif, vraiment très positif. Donc, il faut systématiquement, quand il y a ce genre d'affaires, avec l'accord des gens qui sont concernés, hein. Oui. Moi, il y a des affaires dont je parle pas parce que j'ai pas l'accord. Mais il faut vraiment, vraiment faire un maximum de tapage autour de ces affaires-là. Ça calme. Mmh. Vraiment, ça calme. Ça calme. Non, Donc, c'est c'est très utile. important de le dire et ça montre aussi à ceux qui nous regardent, à nos auditeurs que vous avez, je pense, l'un des plus gros impacts, en fait. Il faut bien qu'ils se rendent compte de ça, de l'impact qu'ils ont de partager, de connaître l'affaire, de mettre des j'aime, de commenter. Voilà, Mm. ça permet parce que Youssef, il fait le travail, moi je suis le média, mais derrière, c'est vous vraiment qui allez avoir le plus gros impact et c'est comme ça que vous allez vraiment soutenir, Youthef. Parce que bon, déjà c'est bien de se sentir soutenu par une communauté, d'avoir des commentaires et des gens qui disent: «Bah, on est avec toi», j'imagine que ça t'a donné de la force, pour aller Ah oui, là-bas, tout à fait. Oui, bien sûr, même bien si sûr. bon, je pense que tu t'en serais sorti, mais bon, ça doit donner un petit truc en plus, non? Oui, oui, non, mais déjà au moral, on sent on se sent appuyé, donc il Mmh, y a eu une assise. Et ce que les gens doivent comprendre, c'est que par le fait qu'ils se manifestent sur les réseaux sociaux, qu'ils diffusent des vidéos et qu'en fait le nombre de vues explose. Ma vidéo a fait 100 000, etc. En fait, vous avez un levier politique, vraiment. Vraiment, je peux vous le dire. Et ça m'a été confirmé sur place. C'est vraiment, ça impacte et vous avez un levier. Et ce qu'il faut dire, c'est que bon, il y a toute une machine qui se met en place, appareil judiciaire, etc. Mais il faut comprendre qu'aussi à l'intérieur de ces appareils, il y a des gens qui obéissent aux ordres. Ils obéissent
pour certains, je sais pas, hein, je ne sonde pas les cœurs et les reins. Mais vous avez des gens à l'intérieur de cette énorme machine qui sont quand même conscients que il y a quelque chose qui cloche. Quand j'explique qu'il y a des appels au génocide, des apologies de génocide, etc., aucune arrestation, rien du tout, et nous, on nous convoque, on nous envoie en prison. Bon, bien sûr qu'ils en sont conscients. Et le fait de manifester cela, votre désaccord, de relayer les vidéos, etc., de mettre tout cela en lumière, bah, disons que ça peut aider des gens qui sont à l'intérieur de cette grosse machine. Dire bon, on peut, bon là, il y a la pression, du pouvoir politique, etc. Mais il y a aussi la pression populaire. Vous voyez, donc on va pas faire n'importe quoi non plus, parce que ça peut avoir des conséquences politiques à terme. Donc vous êtes un pouvoir, vraiment. Il y a les médias qui constituent, comme on le sait, un pouvoir, mais via Internet, via votre soutien, etc., et votre nombre, vous constituez aussi un pouvoir, vraiment. Et c'est très concret, hein, très concret. Non, mais c'était, vraiment important de le dire, de se rendre compte de ça, quoi. Puis c'est vrai que même chez les policiers, même chez les juges, il y a des gens qui sont, qui pensent comme nous, quoi. Ils voient bien qu'il y a un souci et que, voilà, et ça peut avoir un impact, et même eux, parce qu'il faut le dire aussi, souvent, quand il se passe un truc comme ça, on insulte les policiers, on insulte les gens du GIPN, on insulte le RAID, on insulte, je sais pas qui, mais ce sont des gens qui font, leur travail parce qu'ils pensent, il y en a qui pensent que c'est juste, comme quand on les a Il y en a qui pensent bien, oui, ils pensent bien faire, ils ouais. pensent bien Oui, faire, je suis mon et travail, il y hein. en a qui se rendent compte que oui, ils ont été utilisés justement, je veux dire, ils voulaient rentrer au Bataclan, hein. Faut pas l'oublier, on Ouais, les en a empêchés, d'y rentrer. ouais. Donc ça, faut bien se rendre compte de ça. Faut pas tout amalgamer comme dans tout, comme chez les musulmans, voilà, comme chez les vaccinés, hein, Mhm. voilà, c'est Ouais, ouais. tout le monde n'est pas, voilà, c'est pas voilà. Mais voilà. Ouais, moi, il m'arrive dans la rue de croiser des policiers qui me saluent, ou même sur les réseaux sociaux, des Mmh, gens qui me disent, voilà, je vous soutiens, moi, je suis policier, etc. Enfin, il y en a, bien sûr. Il y ouais. en a, bien sûr. Alors pour conclure, alors dernière question, après cette journée, est-ce que tu as un message à donner à tes abonnés, à ceux qui te suivent et qui te soutiennent? Bah, déjà, un gros remerciement, parce que c'est aussi grâce à vous que des gens comme moi peuvent continuer à faire ce travail-là, sans être trop inquiétés, parce qu'en fait, on rend, vous, comment dire, euh, vous montrez qu'ils sont visibles par en vous manifestant, même si c'est sur les réseaux sociaux, vous leur montrez qu'ils sont vus et qu'ils sont vus par des centaines de milliers de personnes. Je veux dire, moi, quand je suis allé à l'audience, enfin à l'audition, des centaines de milliers de personnes savaient que j'avais une audience le 3 juin, etc. Et donc, comme je vous l'ai dit, ça a un énorme impact. Donc, c'est vraiment très important, même si vous ne vous exposez pas, vous, personnellement, vous êtes sur les réseaux sociaux de façon anonyme, continuez à faire ce travail-là. C'est même pas un travail, c'est très simple. Vous cliquez, vous relayez, vous soutenez, etc. Ça, c'est Mmh. extrêmement important pour que nous puissions continuer à faire ce qu'on fait, ce Mmh. travail-là. C'est très important. Donc, vous êtes essentiel là-dedans. C'est-à-dire que nous, que ce soit les auteurs, les médias, etc., sans vous, on n'existe pas. Ouais, il y a rien. Et on serait jeté au trou et oublié. Oui, oui. Voilà. Donc écoute, merci Youssef, hein. Je rappelle, tes derniers livres: Comprendre le conflit israélo-palestinien aux éditions, Contre-Culture, tout comme, Israël et la guerre mondiale des religions, géopolitique et millénarisme aux éditions Culture et Racines. Donc merci Youssef pour ta présence, ta clarté et ton sang-froid, dans un Ah oui, juste une vas-y. précision. Cette convocation, etc., a fait exploser, a fait remonter le nombre de ventes de mes deux derniers livres, hein, donc de ces deux livres-là. Donc, je vous le dis, c'est totalement contre-productif, hein. Plus vous attaquez, et plus on est visible, et plus on vend de livres. Donc, voilà. Donc, calmez-vous, calmez-vous. Non, n'attaquez plus Youssef, comme ça il vendra moins de livres. C'est la, c'est la meilleure stratégie.
Voilà. Donc, écoute, merci Youssef. À tous ceux qui nous écoutent, restez vigilants, ne cédez ni à la peur ni à la tentation de l'autocensure. Comme Youssef le disait dans sa dernière chronique, n'ayez aucune crainte. On se retrouve très vite sur Radio 22 pour de nouveaux entretiens sans filtre. Merci à toutes et à tous. Prenez soin de vous. Merci Youssef. Au revoir. Merci à toi, merci beaucoup, merci à tous. Si vous appréciez cette vidéo et souhaitez soutenir mon travail, vous pouvez faire un don sur Tipeee. Le lien est sous la vidéo. Chaque contribution, même petite, m'aide à continuer de créer du contenu de qualité. Un grand merci pour votre soutien. Allez, à ciao les gars.